Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avec Steve Jourdain, nous sommes très heureux d'accueillir cette semaine Claude Malhuret. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes président du groupe Les Indépendants au Sénat et c'est Steve qui dresse votre portrait. Bonjour Claude Malhuret, vous êtes en quelque sorte le franc-tireur du Sénat. Claude Malhuret, vous êtes né en 1950 à Strasbourg, vous êtes médecin épidémiologiste, vous avez travaillé pour l'OMS puis pour Médecins sans frontières, organisation que vous avez présidée. Vous êtes un libéral, Claude Malhuret. Pour vous, les droits de l'homme, ça compte, mais vous détestez l'angélisme d'une certaine partie de la gauche. Pour vous, l'économie de marché est l'une des conditions de la liberté. Maire de la ville de Vichy pendant 28 ans, vous avez été secrétaire d'État, député européen, député puis sénateur, et donc vous présidez aujourd'hui au Sénat le groupe Les Indépendants. Mais allez-vous réellement pouvoir conserver cette indépendance, Claude Malhuret? Vous venez de rejoindre le parti Horizon, créé par Édouard Philippe. Pourquoi? Expliquez-nous. Pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est une longue histoire. Édouard Philippe, vous le savez, était le bras droit d'Alain Juppé. Moi, j'ai soutenu Alain Juppé lors de la primaire de 2017 avec Édouard Philippe. Donc, nous étions déjà ensemble à l'époque. Ensuite, il a été Premier ministre. Moi, en tant que président du groupe des Indépendants, en tant que président de groupe, comme de tous les groupes, j'ai beaucoup travaillé avec lui, bien entendu. Et j'ai eu l'occasion de l'apprécier. Je trouve que ça a été un très bon Premier ministre dans une période difficile. J'ai l'impression de ne pas être le seul. Si on en croit les sondages, les Français aujourd'hui trouvent aussi que ça a été un très bon Premier ministre. Et aujourd'hui, il crée ce parti Horizon. Indépendamment de cela, c'est à titre personnel. Il a deux qualités que je trouve exceptionnelles. D'abord, dans ce monde politique souvent dur et déshumanisé, c'est vraiment un humaniste, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'humanité. Je crois que les gens le ressentent. Et deuxième qualité qui me paraît très très importante, c'est quelqu'un qui voit loin. 2027. Voilà, il explique en permanence que les petites phrases, il faut arrêter, qu'on ne va pas se livrer à ça. 2027 et au-delà. Je veux dire, je veux pas dire qu'il prépare la. Vous voulez dire qu'il a une vision pour la France. Il est normal qu'éventuellement il y pense. Moi, je ne vois pas de mal à ça. Mais aujourd'hui, la réflexion d'Horizon, c'est sur la perspective 2030 et éventuellement la perspective au-delà. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles j'ai rejoint Horizon. La principale étant effectivement de rejoindre l'équipe d'Édouard Philippe, parce qu'aujourd'hui, la politique est beaucoup une affaire de personnalité et qu'Édouard Philippe est sans doute l'une des personnalités à la fois préférées des Français et pour moi depuis longtemps que je trouve le plus susceptible d'être suivi en politique. Alors Édouard Philippe justement a donné une interview dans la presse cette semaine où il dit que Valérie Pécresse est une adversaire très respectable. Ils ont des visions communes, que ce soit sur les finances, sur les retraites. Elle soutenait d'ailleurs Alain Juppé en 2016, vous y faisiez référence il y a quelques instants. Qu'est-ce qui différencie véritablement Valérie Pécresse d'Édouard Philippe? Moi, j'ai la même opinion que lui sur Valérie Pécresse. D'ailleurs, la plupart des candidats à cette élection, je dirais peut-être pas tous, mais la plupart sont respectables de toute façon. Mais Valérie Pécresse, on se connaît bien. On a quitté les Républicains en même temps. Édouard Philippe, elle, moi et un certain nombre d'autres. La différence entre nous, c'est que nous ne sommes pas retournés aux Républicains, et nous n'y sommes pas retournés parce que nous avons quitté les Républicains pour les mêmes raisons que Valérie Pécresse. C'était un parti trop à droite. Un parti qui se droitisait, qui se radicalisait. C'est ce que vous en pensez encore aujourd'hui avec elle à la tête dont les principaux dirigeants n'avaient pas appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour des élections présidentielles contre Marine Le Pen. Nous avons quitté ce parti tous ensemble à cause de ça. Aujourd'hui, ce parti s'est encore droitisé avec les 40% et les déclarations d'Éric Ciotti sur le Guantanamo à la française, sur le vote Sauf Zemmour. Que c'est Valérie Pécresse qui est la candidate de la droite. Elle est trop à droite pour vous? Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis resté sur le constat du départ et que dans un parti que j'ai quitté parce qu'il s'était droitisé et qui se droitise encore aujourd'hui, je ne comprends pas, toute respectable qu'elle soit, je ne comprends pas le retour dans ce parti et la place donnée à son concurrent qui est arrivé deuxième et qui aujourd'hui va la mettre dans une situation extrêmement délicate et la pousser à prendre des orientations que je ne souhaite absolument pas et auxquelles j'espère qu'elle va résister. Elle a rejeté la proposition du Guantanamo à la française, oui, à laquelle vous faisiez référence. Je crois que même lui n'en parle plus parce qu'il s'est aperçu que c'était un peu gros. On comprenne bien, Claude Malhuret, vous allez faire campagne pour Emmanuel Macron. Oui, Horizon va faire campagne pour Emmanuel Macron, Édouard Philippe et... Mais vous personnellement? Oui. Vous ne doutez pas qu'il soit candidat, du coup?
J'ai oublié de dire au cas où il serait candidat, mais pour moi, ça fait assez peu de doute. Pour vous aussi, sans doute. On va passer au sommaire de cette émission, Claude Malhuret. La commission d'enquête sur l'hôpital public poursuit ses travaux au Sénat. Cette semaine, les responsables des services d'urgence tirent la sonnette d'alarme. Ils disent devoir faire toujours plus avec toujours moins. On les entendra dans un instant. La présidence française de l'Union européenne en débat à l'Assemblée cette semaine. Elle doit démarrer le 1er janvier, un calendrier contesté par les oppositions qui accusent le président de s'en servir pour faire campagne. Évaluer l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, c'est la mission d'une autre commission d'enquête mise en place par le Sénat cette semaine. Santé publique France et l'ARS Île-de-France étaient auditionnés. C'est un appel au secours. Nous sommes tous en train d'y lisser notre peau. C'est ce qu'ont déclaré les médecins urgentistes cette semaine devant la commission d'enquête du Sénat. Focus sur un aspect de la crise de l'hôpital public avec Samia Dechir. Regardez. Un afflux de patients toujours plus important avec toujours moins de lits disponibles. Les responsables des services d'urgence, du privé comme du public, des villes ou des campagnes racontent presque tous la même histoire. Celle du manque de personnel, découragé par la surcharge de travail et le manque de reconnaissance. C'est ce quotidien difficile qu'ils sont venus exposer à la commission d'enquête du Sénat sur l'hôpital. Pour faire de la médecine, il faut des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des ASH. Comme à l'hôpital public, nous faisons face à des vagues de démissions. Et pour en avoir longuement discuté avec elles, puisque ce sont surtout des infirmières, elles craquent. Faire toujours plus avec toujours moins, ce n'est plus possible. Il manque 37 infirmières sur notre hôpital. On a perdu 60 lits en 18 mois. On est passé de 340 à 280. Concernant la prise en charge des patients, je crois que le mot indigne est le plus simple et le plus parlant pour tout le monde. On peut attendre plusieurs heures avant d'être pris en charge. Cette semaine, j'ai une dame de 95 ans qui est restée 36 heures dans le couloir des urgences. Pour donner envie aux soignants de revenir aux urgences, plusieurs pistes sont avancées. Harmoniser les rémunérations des différents services ou faire venir les médecins de ville dans les hôpitaux. Ça permettrait aussi d'améliorer l'attractivité de la médecine d'urgence en permettant des activités partagées. On peut imaginer des jeunes générations travaillant dans une maison de santé la moitié du temps et l'autre moitié du temps à l'hôpital. Mais on ne réglera pas le problème des urgences si l'on n'implique pas les autres services, prévient un médecin. Il faut aussi que les différentes spécialités dans l'hôpital aussi prennent conscience de la nécessité de réorganiser leurs services, bien sûr en tenant compte de toutes les complexités qu'ils peuvent avoir et qu'on ait aussi la possibilité que nos patients qui sont aux urgences puissent monter, lorsque le lit est libre, rapidement dans les étages. Pas de solution miracle donc à une crise aussi ancienne et aux racines multiples, mais une série de propositions très concrètes pour les urgences, entendues par une commission d'enquête qui rendra ses travaux fin mars. Claude Malhuret, faire toujours plus avec toujours moins, disent les médecins urgentistes. Est-ce que vous entendez cette colère ? Je crois que on parle de cela depuis des mois et je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Bien entendu qu'il y a une crise de l'hôpital et bien entendu que la crise, l'une des raisons conjoncturelles, c'est la crise sanitaire, c'est le Covid qui a évidemment, dans une situation déjà défavorable, entraîné, comme d'ailleurs tous les autres pays aujourd'hui. C'est une crise conjoncturelle, mais pas structurelle. Si, c'est ce que j'allais dire. Je dirais conjoncturellement, il y a, comme dans tous les pays, cette crise sanitaire majeure qui est loin d'être terminée et qui apporte des difficultés épouvantables. Mais cette crise, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et elle est en partie structurelle. Pour moi, ça fait des années que ça dure. Et le premier coup terrible porté à l'hôpital, ça a été les 35 heures. Les 35 heures ont été un coup terrible à l'économie française, mais s'il y a un secteur, et en tant que maire, j'ai été pendant 28 ans président de conseil d'administration de l'hôpital de ma ville, je peux vous dire que les 35 heures ont été un coup quasiment... Il faut revenir sur les 35 heures, on en parle toujours de ces 35 heures. Aujourd'hui, c'est fait. En tout cas, ce n'est pas la solution qui a été apportée aujourd'hui. Je dis simplement qu'historiquement, ça a commencé là. Deuxièmement, on parlait dans le reportage du nombre de médecins, du nombre d'infirmières, etc. Le numerus clausus, il a été décidé il y a 20 ans ou 30 ans, et par conséquent, on paye aujourd'hui
cela. Et on le payera longtemps, puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin, et qu'on a commencé, mais on vient juste de commencer, etc., etc. Les fermetures de lits, c'est un petit peu plus complexe, parce que la médecine et la chirurgie deviennent de plus en plus ambulatoires, et quand on regarde le nombre de lits fermés, il faut aussi 5700 regarder... lits encore en Voilà. 2020, c'est Mais justifié. il faut regarder du coup, le pour nombre vous de services Ça se ambulatoires. justifie ces lits-là pour faire de l'ambulatoire? La partie qui correspond au virage vers l'ambulatoire, oui, elle se justifie. Il y a, c'est d'ailleurs un mouvement général en Europe, et tant mieux. Je veux dire, les patients préfèrent les soins en ambulatoire que les soins. Aujourd'hui, vous gardez les gens en chirurgie 2 ou 3 fois moins selon les pathologies. Est-ce qu'il n'aurait pas que vous fallu le gardiez reporter avant. ces lits-là vers la réanimation, vers des lits où on a besoin de lits quand Vous même. savez, vous pouvez faire ce que vous voulez, transformer des lits de soins en lits de réanimation. Le problème n'est pas le nombre de lits, le problème c'est le personnel. Le personnel de réanimation, vous ne pouvez pas le former comme ça du jour au lendemain, et par conséquent, ça ne change en rien. Ça veut dire que la solution que vous avez trouvée, qui est le Ségur de la santé, n'a rien réglé depuis 2 ans. Finalement, l'hôpital va toujours aussi mal. Le Ségur de la santé a permis quand même d'apporter plus que depuis des années et des années, de l'argent dans le système hospitalier. Les efforts qui ont été faits sont considérables. Mais les réformes de structure, vous ne pouvez pas les faire en quelques mois. Et ces réformes de structure, c'est à mon avis, loin d'être un problème d'argent. Et l'autre problème... Un problème Le Ségur d'organisation, n'a c'est ce que vous pas- dites. C'est ce que j'allais dire. Le Ségur L'autre- n'a pas répondu finalement à la question de l'hôpital. L'autre problème, en dehors des moyens, c'est un problème effectivement de management. Je vous donne un exemple. J'étais donc président du conseil d'administration en tant que maire. Et un jour, j'ai eu une grève du personnel dans un des services de l'hôpital. Le directeur m'appelle, etc. On discute et il me dit, et je dis pourquoi le personnel est en grève. Ils sont en grève contre le médecin. Ils ne sont pas en grève parce que l'hôpital va mal, etc. Ils sont en grève contre le médecin. Ce type était un sale type. Qui ne prenait pas ses gardes, qui laissait les gens se débrouiller. On lui téléphonait à 2 heures du matin, il disait... C'est du cas par cas. Vous dites Les qu'il faut infirmières regarder étaient un en peu, dépression nerveuse, etc. C'était une situation comme j'ai rarement vu. Le directeur me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, ce type-là, il faut le virer. Dans n'importe quelle boîte normale, on entreprendra une procédure disciplinaire. Et le directeur me dit, mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas le virer. Je ne peux pas le virer. Je lui dis, pourquoi? Parce que seul le ministre de la Santé peut faire cela. C'est-à-dire que je suis donc allé, c'était Kouchner, le ministre de la Santé à l'époque, je suis allé le voir parce que je le connaissais bien. Je lui ai dit, je lui ai expliqué à ces gens, il m'a dit oui, je suis d'accord avec toi, c'est épouvantable, mais je ne peux pas le virer. J'en vire Donc au, vous êtes un peu au passé à maximum côté de la réforme de l'hôpital, finalement, Claude Malhuret, alors que vous en connaissez bien les tenants et les aboutissants de ces Vous problèmes. voyez ce que je veux dire? Je veux dire que quand vous avez un système où le médecin d'un hôpital d'une ville moyenne est nommé ou un problème révoqué plus général, directement, ouais. c'est-à-dire que tous les médecins de tous les hôpitaux de France le sont par le ministre de la Santé, vous voyez bien que ce système soviétique, et c'est un exemple parmi d'autres, ça ne peut pas marcher. Claude Malhuret, il faut qu'on avance. Ce vendredi, le comité national d'éthique a donné son feu vert pour la vaccination des enfants. Vous y êtes favorable? Écoutez, si le comité national d'éthique et si le conseil scientifique le dit, ou si la haute autorité de santé le dit, c'est pas moi qui vais vous dire si je suis favorable ou pas. S'ils disent que c'est qu'il faut le faire, Alors, bien est-ce que ça entendu, doit j'y vais être pas. facultatif ou obligatoire? Ils ont décidé. Encore une fois, je veux pas moi, certes médecin, Non, mais mais en médecin tant qu'homme seul, politique, il va falloir dire si c'est facultatif ou critiquer ou obligatoire. approuver la situation. Mais je dis, s'ils ont décidé ça, il faut faire ce qu'ils disent. Et donc, ils ont dit il faut le faire, et ils ont dit il faut le laisser facultatif. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le président n'a pas exclu la vaccination obligatoire. Quand on voit qu'aujourd'hui, à peu près 90% de la population est vaccinée, est-ce que ce serait vraiment utile de la rendre obligatoire? Je pense que ça reviendra exactement au système actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le pass sanitaire, ça n'est pas obligatoire. Il y a un taux résiduel de la population qui, de toute façon, ne se fera pas vacciner. Par idéologie, par éloignement et par isolement social, etc., etc. Et vous, si vous dites la vaccination est obligatoire, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez les CRS pour le chercher, vous mettez des amendes. Bon, c'est donc l'obligatoire, ça ne peut pas marcher. L'obligatoire, c'est le pass sanitaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la contrainte, et je pense qu'il faut ce degré de contrainte, qui permet, ça a marché. Le discours du président au mois de juin, disant on instaure le pass sanitaire et maintenant il faut y aller,
quel a été son résultat? Nous sommes le pays que le mieux vacciné au monde. Il y a de la Par fraude. conséquent, on Il y a fera beaucoup de pas fraude mieux. avec ce Oui. pass sanitaire. 110 000 faux passes sanitaires ont été Oui. détectés selon Gérald Darmanin. Vous demandez des sanctions pour les fraudeurs? Écoutez, quand j'entends dire qu'une partie de ces faux passes sanitaires sont faits par des médecins, par des collègues à moi, je trouve ça un caddie injustifiable. Il faut les sanctionner. Faire un faux, non seulement faire un faux, mais en plus, il y a des faux de complaisance sur les arrêts de travail, par exemple. On le sait bien, et je trouve ça d'ailleurs Ça veut dire que ces assez médecins-là scandaleux. devraient être radiés, par exemple? Mais en l'occurrence, Faut aller jusqu'où? j'en sais rien, c'est au Conseil de l'ordre de le décider. Mais le fait qu'il faille des sanctions, là c'est un faux qui, en plus, est nuisible à la santé de la personne, puisqu'on le conduit, on le favorise le fait qu'il ne soit pas vacciné, donc qu'il puisse être malade, donc qu'il puisse finir en réanimation et qu'il puisse finir par décéder, de la part de médecins, c'est probablement même pénalement, non seulement une sanction, à mon avis, au niveau du Conseil de l'ordre, mais c'est pénalement Donc répréhensible. des poursuites. C'est un faux. Et un faux qui nuit à la santé, de la part de médecins. C'est inconcevable. Allez, on passe à un autre sujet à présent et on va parler de la présidence française de l'Union européenne qui a donné lieu à un débat à l'Assemblée cette semaine. Emmanuel Macron présidera le Conseil de l'Union à partir du 1er janvier. Un calendrier contesté par les oppositions qui accusent le président de s'en servir pour faire campagne à quelques mois de la présidentielle. On fait le point avec Clément Perrault. La France aurait-elle dû modifier les dates de sa présidence du Conseil européen? Pour l'opposition, de droite comme de gauche, la réponse est oui. En 2006, l'Allemagne avait échangé sa présidence du Conseil de l'Union européenne avec la Finlande afin d'éviter la concurrence entre les élections et la présidence. L'arrogance macronienne démontre une fois de plus que Jupiter veut rester au-dessus des règles. Il y a inévitablement un télescopage de calendrier, un mélange des genres, une confusion des rôles entre présidence de la République française, présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne et candidat à l'élection présidentielle. C'eût été possible de remettre cette présidence de 6 mois, ce qui en outre lui aurait donné plus de légitimité et plus de poids. Mais tout est bon pour faire campagne sans le dire jusqu'au dernier quart d'heure, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Ces attaques ont fait réagir vivement la majorité et le gouvernement. On a pris un engagement, nous sommes capables de l'assumer, nous le respectons. Mais au nom de quoi devrait-on considérer que la dérogation est la norme et que la norme est une anomalie? Dans l'Union européenne, il n'y a pas 3 mois, 6 mois qui se passent sans qu'un pays soit en élection. Donc il faudrait envisager de modifier le règlement et le tour de la présidence en fonction des échéances électorales de tel ou tel pays. Et pourquoi pas tout ça est absurde. Si un autre candidat qu'Emmanuel Macron remporte l'élection, il lui succédera immédiatement à la présidence du Conseil européen. Il exercera alors cette responsabilité pour 2 mois. Claude Maluret, la campagne présidentielle a déjà démarré en France. On sait que le président Emmanuel Macron est très pro-européen. On se dit qu'il peut y avoir des arrière-pensées. Est-ce qu'il aurait dû décaler de 6 mois la présidence française de l'Union européenne? C'est une blague. C'est une blague. Ces gens qui sont en train de l'accuser de faire campagne avec la présidence européenne, ils ont oublié une chose, c'est que, non pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois que la France a été présidente pour 6 mois du Conseil européen et la présidence tournante, c'était en 1995, pendant la présidentielle de 1995. En 2006, c'est-à-dire exactement la même chose. Personne n'a demandé à Mitterrand, à l'époque, de reculer la présidence. En 2006, l'Allemagne avait laissé sa place à la Finlande pour des raisons de calendrier électoral. Et si l'Allemagne décide de le faire, c'est ce qu'elle veut. Mais vous avez tous les pays d'Europe sont successivement pendant 6 mois présidents. Et évidemment que dans tous ces pays, ça rentre tôt ou tard, dans beaucoup de cas, au même moment que des élections générales, législatives, présidentielles, etc. Je veux dire, si on commence à faire ça, et encore une fois, on l'a déjà fait, il s'est absolument rien passé en 1995, mais aujourd'hui, brusquement, c'est un scandale. Ça pose pas de problème, vous, qu'un président soit en campagne, un président qui soit président, effectivement, du Conseil européen, des ministres qui seront sans doute en campagne alors que les législatives arrivent, ça pose pas de problème? Absolument pas, puisque c'est prévu c'est le calendrier normal. En plus, je vous signale que s'il y a un président, mais ça fait pas un s'il y a un pays entre les président, candidats en fait, à chaque fois, c'est un trio.
c'est-à-dire que nous sommes avec la Suède et je crois le Portugal. Donc c'est pas seulement un pays qui est tous les 6 mois, c'est des pays, c'est 3 pays à la fois successivement, même s'il y en a un qui évidemment qui a le leadership, c'est-à-dire aujourd'hui la France. Ce sera la France. Mais si on commence ça avec les 27 pays, on y arrivera. Sauf que le calendrier, il est quand même très réduit, puisque finalement, ça va réduire cette présidence française à 3 mois si Emmanuel Macron n'est pas réélu en avril prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 mois, finalement? D'abord, dans un cas de figure, ça ne va pas le réduire. Le cas de figure où il est élu et où il continue. Deuxièmement, c'est à partir du moment où vous lancez. C'est exactement comme d'ailleurs en politique nationale. Je veux dire, c'est les 3 premiers mois ces 3 premiers mois, ils sont prévus, ils sont préparés bien à l'avance. On a déjà commencé. Donc vous pensez qu'en 3 mois, il peut impulser beaucoup de choses, le président Emmanuel Macron? Et par la suite, les orientations qui ont été données, elles seront suivies, elles sont faites dans les Emmanuel Macron dit. Et puis je vais vous dire une dernière chose sur la présidence européenne. Aujourd'hui, où il y a en France des Européens et des anti-européens. Je crois qu'il y a heureusement, beaucoup plus d'Européens que d'anti-Européens. Mais quand vous voyez qu'une bonne partie des campagnes électorales se passe à dénigrer l'Europe, à dire tout ce qui va mal, c'est la faute de l'Europe et tout, est-ce que vous êtes certain que c'est un plus pour un candidat à l'élection présidentielle d'être le président de l'Europe pour 6 mois pour son électorat, et de se juger et de se confronter à tous les problèmes qu'il va y avoir, à commencer par la crise sanitaire au niveau européen. Maintenant, avec le variant Omicron, nous savons que cette crise sanitaire va durer, qu'elle va occuper les premiers mois de cette présidence française, avec beaucoup d'autres problèmes. Mais et Dieu sait que vous avez assisté aux discussions et aux confrontations qu'il y a eu lors de la gestion de la crise sanitaire par l'Europe. Où on a accusé aussi l'Europe sur l'achat de vaccins. Voilà, même si je pense on pourra en faire le bilan, mais je pense que le bilan est très positif. Thierry Breton l'a expliqué, très positif. On a reproché à l'Europe d'être lente, etc. Quel est le résultat aujourd'hui? Premièrement, l'Europe est le pays le continent le plus vacciné au monde. Deuxièmement, il est celui qui produit le plus de doses de vaccins au monde. Et troisièmement, il est celui qui fournit aux pays pauvres le maximum de doses au monde. Donc c'est plutôt... Mais à l'époque, effectivement, on a beaucoup critiqué. Donc il va y avoir à nouveau des discussions là-dessus. Je ne suis pas sûr que automatiquement c'est un plus pour un candidat d'être confronté à tous ces problèmes européens, plus le plan de Laurence, les problèmes économiques, etc. Allez, vous restez avec nous, Claude Maluret. On va parler de la commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Et c'est le plus de la semaine. Évaluer l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Voilà la mission que s'est fixée une commission d'enquête du Sénat lancée à l'initiative du groupe communiste. Cette semaine, la directrice de l'ARS Île-de-France était auditionnée. Écoutez-la. Je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu presque vexant de nous dire s'il n'y avait pas un recours accru au cabinet de conseil avec une désaffection ou un manque d'attractivité pour la fonction publique dans le secteur de la santé. On essaye de rassembler l'expertise la plus large possible sur une mission qui est elle-même assez large. La principale réponse, encore une fois, a été des renforts humains ponctuels. Sur les 4 dernières années, les achats de prestations externes s'élèvent à peu près 250 000 € par an. Les 2 domaines dans lesquels on a appel de manière plus régulière à des prestations de conseil sont d'une part le domaine informatique et après, ce qui a été fait particulièrement et directement lié à la crise, c'est mettre en place un outil de prévision des besoins de lits en soins critiques. Et donc, il a été fait appel à un prestataire extérieur pour un budget important d'1,2 million. Claude Maluret, est-il légitime qu'un gouvernement fasse appel à des cabinets privés pour gérer la politique sanitaire de la France? Écoutez, ça c'est l'obsession des communistes. Quand vous leur dites le mot privé, c'est comme si vous agitez une muleta devant un taureau de combat. Voilà, c'est leur truc. Alors ils font une commission d'enquête là-dessus. Évidemment que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Je vous donne un exemple. L'exemple du maire que j'ai été pendant... Vous faites n'importe quoi, vous construisez. Et quand vous construisez, vous avez un architecte qui est privé, vous avez une entreprise
qui est de BTP, qui est privé. Vous avez un assistant à maître d'ouvrage, qui est un cabinet de conseil, c'est ce dont on parle là. Et donc, tous les jours, les administrations publiques, j'ai pris juste un des slogans, mais il y en a des tas, du niveau d'une petite mairie jusqu'au niveau du gouvernement, il y a heureusement des échanges, des sujets sur lesquels... L'administration n'est pas capable de gérer ça elle-même. Et l'administration, elle est capable de gérer des tas de choses. Et il y a des choses dont les assistantes à maîtrise d'ouvrage, etc., ou les conseils du point de vue financier ou dans d'autres domaines, ou des cabinets de conseil privés spécialisés sont là pour ça. C'est pas parce que l'administration est déficiente, c'est qu'il y a une partie des choses que le public doit faire et fait mieux et fait bien. Et puis, un certain nombre de... il faut surtout arrêter de mettre des silos, de mettre des murs entre le public et le privé. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque de conflit d'intérêts ? On voit qu'il y a des agents qui passent de ces cabinets de conseil privés au public. On voit que des cabinets de conseil peuvent à la fois conseiller l'État sur la crise sanitaire ou un labo pharmaceutique. Voilà, il n'y a pas de conflits qui sont possibles. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas une raison pour arrêter. Il faut faire respecter la déontologie. Il faut sévir s'il y a des conflits d'intérêts, le cas échéant. Il faut empêcher, et c'est d'ailleurs le but du comité de déontologie des hauts fonctionnaires publics, de passer dans le privé d'une façon absolument, je ne dirais pas illégale, mais d'une façon qui pose conflit d'intérêts. Tout cela, comme dans tous les autres domaines, il faut bien entendu faire respecter les règles. Mais il faut continuer cette souplesse qui amène de l'efficacité. Il ne faut pas... ce conflit public-privé, c'est un peu comme le conflit de l'école, de l'Église et de l'État. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et là, on est typiquement dans un séquel du Parti communiste qui s'attaque à ce genre de choses. Bon, on connaît la commission d'enquête, elle aura des conclusions qu'on connaît déjà. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Claude Malhuret, merci d'avoir été avec nous. Merci Brigitte, c'était le dernier numéro de cette année. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.